pas dépasser trop le temps imparti, mais je suis très heureux d'accueillir Daniel Beau, présidente de Calicanti, pour une étude que Calicanti avait réalisée pour le CNC notamment, et qui est disponible en ligne, qui a été un petit peu réactualisée aujourd'hui pour les biens de la présentation, sur les premières, enfin les early adopters et les usages de cette télévision connectée. Tout à fait, bonjour à tous. Peut-être je pourrais commencer par la conclusion de l'étude sur la publicité. Le vrai problème aujourd'hui de la publicité en replay ou en téléconnecté, c'est pas le fait qu'on soit ciblé, c'est le fait qu'on reçoive la même publicité que celle qu'on voit à la télévision, qu'on la reçoive 10 fois de suite et qu'elle n'ait pas d'intérêt particulier. C'est là que se trouve le problème. Donc je pense effectivement que le ciblage sera une vraie solution pour éviter de recevoir des publicités de voitures quand on n'est pas concerné par le sujet ou autre. Alors, ce dont je voudrais vous parler ce matin, c'est d'une étude qui a été réalisée et publiée fin 2012, donc à la demande du CNC, c'était un appel d'offres, et l'enjeu était d'essayer de comprendre, face à toute cette prolifération, ce labyrinthe qu'est la télévision connectée, comment le consommateur s'y retrouve. Et en général, quand on veut essayer de comprendre comment les gens s'y retrouvent, on a plutôt intérêt à interroger les pionniers. Parce que c'est les pionniers qui nous permettent de sentir dans quel sens ça va. Alors, au sein de cette étude, qui a été essentiellement qualitative, mais qui avait une dimension quantitative, sur 200-300 personnes pionnières, ce qu'on a pu regarder, c'est d'abord la question de ce que j'appellerais la Smart TV. Parce que la Smart TV, dans le monde de la télévision connectée, c'est ces fameux téléviseurs proposés par Philips, LG, Samsung, etc. Et cette Smart Télé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est achetée avant tout pour les qualités de son écran, et pas spécialement parce qu'elle est connectée. La meilleure preuve, c'est que quand vous allez chez Darty ou autre pour acheter un téléviseur connecté, en général, il n'est pas connecté. Et donc, vous découvrez ces facultés de navigation seulement quand vous avez ramené votre téléviseur chez vous. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en acheter 2, et à chaque fois, je me suis fait avoir, entre guillemets, parce que ce que j'ai trouvé à l'intérieur n'était pas ce qu'on m'avait dit. Donc c'était par exemple, c'était l'ancienne génération de télévision connectée, où pour la deuxième télévision que j'ai achetée, elle était censée être compatible avec ma tablette, et en fait, elle n'était pas compatible. Donc, vous voyez, on achète un matériel, pas pour ses fonctions logicielles, mais avant tout pour ses fonctions d'écran, de luminosité et de connectique. Ce que va regarder le spectateur en numéro 1 avant d'acheter sa télé, c'est est-ce qu'il peut brancher dessus son lecteur DVD, son PC, ceci, etc. Donc la télévision connectée, c'est, en tant que terminal, c'est essentiellement une problématique de connectique. Alors, quand on regarde le discours des constructeurs, il y a quand même tout un discours de mise en avant des applis. Et c'est intéressant de voir que Samsung, le leader, joue sur la profusion des applis. Alors que Sony est beaucoup plus raisonnable dans sa manière de mettre en avant et sa manière de proposer des applis. On a une espèce d'inflation, une idée que plus il y en a, mieux c'est. Comme de toute façon aujourd'hui le spectateur est relativement néophyte, cette impression de quantité, ça va le rassurer sur le dire, bah, aujourd'hui une télévision connectée qui a beaucoup d'applis, c'est une télévision moderne. Après, les usages sont assez différents selon le type d'appli. Alors, quand on arrive chez soi et qu'on se retrouve face à son téléviseur connecté avec ses différentes applis, la sensation du public, c'est une offre qui est plus quantitative que qualitative. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses possibles. Il y a une multitude d'applications avec différentes thématiques. Et elles sont d'un intérêt tout à fait variable. Ils constatent qu'il y a à la fois des applications qu'ils connaissent sur le PC, comme Allociné, YouTube ou Picasa. Et puis il y a aussi deux nouvelles applications qu'on voit moins. Et un résultat clé de l'étude, c'est l'idée qu'il y a un vrai intérêt à la thématisation. Il y a une affinité entre délinéarisation et thématisation. Jusqu'à maintenant, la délinéarisation, on en a surtout parlé à propos de la catch-up. Et la catch-up, c'est du programme de masse. Hein, c'est
Un flux télé, c'est revoir le programme de France 2 de la veille ou de la semaine d'avant. C'est en gros un magnétoscope virtuel, c'est un moyen de ne pas avoir à magnétoscoper. En fait, il y a un intérêt tout à fait différent avec la thématisation. Je vais vous prendre un exemple. Vous vous intéressez à la randonnée. Bon, la randonnée, on ne va pas construire demain, on ne va pas créer une chaîne 24/24 de randonnée. Vous allez plutôt vous dire, ah ben tiens, moi c'est telle région où les randonnées m'intéressent, vous cliquez sur une carte de géographie, puis vous regardez chaque semaine une ou deux randonnées ou une ou deux vidéos de randonnée. Donc, plus on est sur un sujet pointu comme la randonnée, plus ça a de sens de ne pas la regarder 24/24, mais de la regarder de façon délinéarisée. Et de la même manière, plus les programmes sont courts, des mini-extraits, des recettes de cuisine, si je prends QOQ, plus ça a du sens de le regarder en délinéarisé. Et donc, là où on a été habitué mentalement à associer délinéarisation à catch-up, il faut bien avoir en tête que s'il y a de l'intérêt, c'est aussi d'avoir la délinéarisation appliquée à la thématisation. Moi, ce que je constate dans les derniers terminaux, notamment des opérateurs comme Orange, mais on pourrait parler de la même chose de Numéricable, c'est qu'il y a une fonction qui est essentielle, et je n'ai pas eu de mesure depuis, j'aimerais bien avoir l'avis de Pascal Hippolyte, c'est la fonction d'enregistreur. Parce que pendant des années, on a eu le magnétoscope, on a été habitué à mettre des VHS dans son magnétoscope. Après, on a eu les disques durs, ça a été beaucoup plus compliqué, les gens ont perdu l'habitude d'enregistrer. Aujourd'hui, avec ces nouveaux terminaux, en un clic, vous avez, en un clic, c'est-à-dire en gros, en moins de temps qu'il ne faut pour absorber une pub en général insupportable qui vous est imposée brutalement. En moins de 30 secondes, vous avez la capacité de programmer vos différents programmes à enregistrer. Et moi, je pense que dans les usages montants, mais encore une fois, c'est une observation assez qualitative, on va avoir une montée en puissance de l'enregistrement, notamment, surtout si on a une plus en plus grande pollution des programmes par de la publicité imposée. Donc, Pascal Hippolyte, est-ce que tu as, toi, des éléments sur la montée en puissance des enregistreurs et sur le fait qu'ils sont de plus en plus faciles d'accès? On bosse beaucoup évidemment avec les FAI, mais c'est des données qui ne communiquent pas parce que généralement les enregistreurs sont des options payantes. Donc ils n'annoncent pas forcément le partage entre les deux. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on définit une UI pour participer à la UI de la box et à la UI de Bouygues, enfin une interface sur la box, l'enregistrement est clé à l'intérieur de ce déclenchement. Maintenant, on voit aussi que le déclenchement se fait beaucoup sur les écrans séparés, sur les companion apps. Donc l'application d'Orange, l'application Numéricable, l'application Bouygues permet aussi de déclencher un enregistrement. La problématique, l'enregistrement uniquement en appuyant sur un bouton, je suis en train de regarder un programme et je l'enregistre, c'est facile à faire. Naviguer à l'intérieur d'un guide des programmes dans la télé et déclencher un enregistrement qui aura lieu dans 3 jours, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'input direct, oui, le programmer, c'est plus difficile. Merci. En tout cas, il y a une vraie baisse de la barrière à l'entrée à l'enregistrement numérique, et donc il y a sans doute un gros potentiel là-dessus. Je voudrais continuer un petit peu dans le balayage des applications télévision connectées pour dire que, vous voyez, à travers cet exemple muséum, un usage de la télévision connectée qui utilise la capacité technologique de l'écran, puisque c'est la possibilité de regarder quelque chose d'assez simple, c'est une exposition de tableaux, avec en voix off un commentaire de ces tableaux. Et là, vous voyez un usage qui n'est pas une émission de télé, c'est un usage délinéarisé, interactif, où vous pouvez vous abonner à un programme de visite de musée, commenter et le regarder dans des très bonnes conditions en profitant pleinement de votre écran. Je vous cite cet exemple pour vous illustrer le fait que demain, les applications de télévision connectée, ce ne sera pas uniquement des applications de chaînes thématiques. Ce sera beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Il y a aussi des applications aujourd'hui pour regarder les photos de famille. Alors, si on rentre vraiment sur cette question du paysage au sens large de la télévision connectée, il y a en France une vraie domination de la box. Ça, c'est dans le cadre de l'étude quantitative Early Adopters, la question qui était quels sont les moyens de connexion de votre télé à Internet. On voit en numéro 1
le décodeur de ma box. En numéro 2, on a le fait que le PC est relié à la télé. Effectivement, si vous voulez regarder un programme piraté dans de bonnes conditions, les Smart TV ne sont pas du tout adaptés pour la piraterie. En revanche, un bon câble HDMI, et il y en a de plus en plus, de 10 mètres de long, relié à son PC, permet de consommer le programme que vous avez téléchargé via votre ordinateur. La console de jeu connectée également est un moyen clé, et les 2 nouvelles consoles qui sont sorties sont tout à fait encore plus performantes. Ensuite, on a la Smart TV, les disques durs et l'Apple TV. Donc c'est tout ce paysage de télévision connectée, hein. C'est tout ce paysage très divers. Donc je vous le disais, un câble TV HDMI, un câble HDMI. Moi je sais que mes collaboratrices, une fois qu'on a terminé l'étude téléconnectée, elles sont toutes allées s'acheter un câble HDMI. C'est-à-dire qu'elles avaient, et souvent quand on étudie à fond un problème et qu'on choisit telle ou telle option, c'est un peu c'est presque une recommandation. Il y a un bénéfice vraiment intéressant à avoir un câble HDMI. Voilà les nouvelles interfaces des toutes nouvelles consoles, Xbox One et PS4, qui sont prometteuses dans leur richesse. Alors, si on veut essayer de se projeter dans le futur des usages de la télévision connectée, il faut avoir une approche quasiment anthropologique. Il y a un bouquin de Paul Willis qui s'appelle Ethnographic Imagination, qui explique que l'étude ethnographique, c'est un travail de créativité, c'est pas un travail de rationalisation abstraite, etc. Et donc, pour vous aider à vous projeter, nous, on a fait une analyse un peu sémiologique du rapport qu'on a avec les 4 types d'écrans que sont la télé, le PC, la tablette et le smartphone. Et quand on creuse un peu ces rapports, on s'aperçoit que la télévision est assez distincte des 3 autres techniques de par sa taille et de par sa position. En fait, quand vous regardez la télévision, vous avez une conscience altérée de l'environnement réel, à la différence du smartphone et de la tablette. Vous avez un rapport d'immersion, vous avez une dépendance au flux, et vous êtes dans un pôle d'accueil passif. On a beaucoup parlé de la personne vautrée sur son canapé. C'est un peu péjoratif de dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en comparaison, le smartphone, la tablette et l'ordinateur appellent une attitude de recueil et de maîtrise, une possibilité d'intervenir sur le contenu, et un pôle qui est à la fois accueil et d'émission actif. En fait, il y a un verbatim qui a été exprimé dans le cadre de l'étude TV connectée, qui était « Moi, quand je regarde la télé, je me déconnecte ». Avec cette phrase, vous comprenez pourquoi il y a une forme, à mon avis, de bulle autour du second écran. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder simultanément votre tablette et une émission de télé pour voter, etc. Vous avez assez vite le mal de mer. Donc, non seulement la posture du spectateur de télé est une posture de détente. Nous, on a eu un cas de quelqu'un qui nous disait « Moi, quand je regarde la télévision, je ne suis pas un pilote de Boeing. » Parce qu'il y avait des utilisations de tablettes. On a vu à travers l'exemple LG qu'on est aujourd'hui dans la simplification de la tablette au maximum, parce qu'il faut qu'elle reste intuitive, qu'elle obéisse au doigt, sans qu'on ait besoin de commencer à se concentrer et à traiter ça comme un logiciel. Donc, il y a certains types de programmes qui se prêtent éventuellement à des usages second écran, mais ces types de programmes sont relativement limités. Alors, là, vous avez des photos que j'ai prises chez moi, c'est plus facile, donc, avec mes enfants, et vous voyez à quel point, quand ils s'emparent physiquement de ces écrans, ils arrivent à recréer un rapport immersif. Hein, quand ma fille s'habille en réponse pour regarder Réponse, elle vit à fond son expérience. Donc, voilà. En comparaison, l'écran de télévision, c'est un écran qui se distingue par un confort de spectacle, un espace spectatoriel large et une grande distance entre le canapé et la télévision. Ce qui permet en particulier, si vous voulez faire de la gymnastique, si vous voulez prendre un cours de guitare, c'est pas facile avec son PC, il n'y a pas forcément le recul. Donc, cette différence physiologique explique le succès d'un certain nombre d'applications. Quand on parlait tout à l'heure avec Pascal Hippolyte, il disait, parmi les applis qu'il a développées, il y en a 3 qui marchent particulièrement bien. Il y a Deezer, parce que, je vous assure, regardez, écoutez Deezer en famille, c'est formidable, on peut anticiper sur la musique suivante, on peut discuter. Il y a une qualité d'écoute qui est la qualité d'écoute du grand écran.
Et donc Deezer prend tout son sens quand on peut le transposer sur la télévision connectée. La radio, parce que la radio, on a toujours été habitué à avoir un poste qu'on écoute de loin et qui occupe l'ensemble de l'espace. Nous, on avait vu dans l'étude que l'usage de Skype, de YouTube, évidemment, est assez naturel, parce que Skype, ça devient l'application de téléconférence familiale. YouTube, ça permet de regarder à plusieurs un certain nombre de choses. Facebook, les jeunes apprécient beaucoup de regarder Facebook à plusieurs pour rigoler des interactions entre les uns et les autres. Et puis, il faut citer évidemment la télé de rattrapage et la VOD, parce que ce type de contenu a toute sa place sur le grand écran, beaucoup plus que sur le PC. Même si historiquement, la TV de rattrapage et la VOD s'est développée sur le PC pour des raisons de facilité technique, en termes de confort et de type d'écoute, on est beaucoup plus à l'aise sur le grand écran. Donc voilà, vous avez avec cette opération, cette liste-là, moi je peux rajouter même les conférences, parce que si vous voulez, quand vous écoutez des conférences, ou je sais pas, TED, ou des choses comme ça, vous êtes habitué à ce que le conférencier, il vous parle de loin. Donc le fait de le regarder sur la télé, ça a plus de sens que de le regarder coller le nez sur son PC. Et puis vous êtes habitué à prendre des notes en même temps que vous écoutez la conférence ou à faire autre chose. Donc les conférences et tout ce qui est court, ça a beaucoup de sens sur la télévision connectée. Donc vous voyez comment, de point de vue simplement anthropologique, si on creuse le rapport du corps à ces écrans, on peut anticiper quelles sont les choses qui vont marcher et celles qui marcheront moins bien. Alors la télécommande, moi cette étude elle date d'il y a un an et un peu plus, donc ça a évolué. Donc vous avez vu que c'est plutôt la télécommande LG qui a gagné. En tout cas, voilà un paysage de télécommande depuis 3-4 ans qui montre qu'il y a eu plein d'essais dans tous les sens. Plus ou moins, alors, avec des extrêmes. Apple TV, c'est la télécommande la plus simplissime qu'on puisse imaginer. Google TV, la plus complexe. Ça, c'est plusieurs générations de télécommandes chez Free. Ça a commencé par ça, et aujourd'hui c'est ça. Des télécommandes en relief. Ce qu'on peut dire sur la tendance de l'évolution de la télécommande, c'est que la télécommande, elle est quand même là pour être manipulée avec la main, sans avoir besoin de trop regarder. Et donc, c'est une télécommande qui doit être tactile, et donc on va aller vers quelque chose d'assez simple. Je voudrais préciser 2-3 choses sur les usages, parce que plusieurs personnes ont parlé d'une problématique de rentrer ces données de carte bleue ou de profilage sur la télévision. Nous, on a eu plusieurs occasions de faire des études, notamment avec Filmo TV, depuis l'étude CNC. Il est clair que c'est pas comme ça que ça marche. La télévision n'est pas un endroit de saisie, même si on arrive à trouver des télécommandes. La technique qui va s'imposer, parce que c'est celle-là qui paraît la plus évidente, c'est vous rentrez sur votre PC votre compte, vous avez votre télévision qui vous envoie un message momentané avec un numéro de code. Là, vous voyez, c'est un exemple avec YouTube, hein, LB-LLV. Vous tapez sur votre PC LB-LLV et immédiatement, votre télé adopte la personnalisation que vous avez définie via votre PC. Ça, c'est une évidence. Ça devrait être beaucoup plus systématique. Guilain ne devrait même pas être en train de dire zut, sur Dorsel, il faut préparer ça sur PC, on synchronise et c'est réglé. Il n'y a pas d'autre solution, parce que même pour les consommateurs qui ont expérimenté le fait d'acheter directement vers la télé, le jour où le programme, et moi j'ai eu des cas d'un spectateur dans un groupe, où le programme saute au milieu, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas à quoi il a droit, il n'a pas vraiment la preuve de son achat, il a besoin d'avoir un retour digital via un mail qui lui dit c'est bon, vous avez acheté, vous en êtes là, regardez comment vous faites quand vous achetez chez Apple, dans les minutes qui suivent, vous avez la preuve de votre achat. Donc, il est évident que l'aspect transactionnel de la télévision connectée doit passer essentiellement par le PC, et que tout le reste, ça sera marginal. Après, il y a la question, est-ce que la tablette peut être une télécommande? C'est à voir dans certains cas. On a beaucoup plus aujourd'hui, la tablette comme le smartphone peuvent avoir cet usage. Je voudrais revenir sur un autre point, c'est la bataille entre les FAI et les Smart TV. Donc, vous avez vu en introduction sur le labyrinthe de la télévision connectée, les box sont aujourd'hui dominantes. Ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi les box dominent et continuent à dominer largement. Alors, elles dominent pour
plusieurs raisons. Peut-être il y en a une qui ne figure pas là, mais que je voudrais mentionner, c'est que les consommateurs, ils n'ont pas forcément un appétit pour découvrir tout ce qu'il y a dans les entrailles de leur téléviseur connecté. Parce que ils n'ont pas acheté pour ça, et ils n'ont pas forcément la curiosité, et puis c'est une nouvelle interface, et c'est compliqué. Et donc, certains le font, certains abandonnent, d'autres continuent, mais bon, il n'y a pas un appétit énorme, parce que c'est encore quelque chose à apprendre, et que ce n'est pas toujours optimal. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la bagarre entre smartphone, entre Box et FAI, entre FAI et Smart TV, il y a 4 sujets. Le premier sujet, c'est la complétude de l'offre. Sur les box, vous avez l'exhaustivité quasiment de la télévision de rattrapage. La deuxième chose, c'est l'ergonomie. Alors les box, elles ont des ergonomies qui sont globalement acceptables. Elles en changent tous les 2 ans, 2-3 ans. Là, vous avez la nouvelle ergonomie d'Orange, qui date d'il y a 1 an, celle de Free, qui date d'il y a 2 ans, celle de SFR. Bon, ces ergonomies, elles sont acceptables, elles ne sont pas divines. Enfin, bon, le problème, c'est qu'elles sont hétérogènes selon les opérateurs, parce qu'ils font de cette ergonomie un élément de différenciation. En tout cas, ça passe. C'est ce qui fait qu'on aura peut-être moins l'envie d'explorer sa Smart TV. Ensuite, il y a un troisième point qui est sans doute plus crucial encore, qui est la question de la fluidité. Parce que les box, elles garantissent un certain niveau de fluidité de bande passante. Et quand vous passez en OTT, over the top, que vous essayez de bypasser la box, là, ça peut être plus difficile pour vous d'obtenir la bande passante. Mais en fait, il y a beaucoup de problèmes de fluidité quand vous voulez utiliser votre Smart TV. Alors, j'imagine que ça a beaucoup baissé, les problèmes de fluidité. Bon. En tout cas, il y a 1 an et demi, c'était vraiment rédhibitoire. Moi, j'ai eu plusieurs consommateurs qui m'ont dit pour mettre en route sur Samsung mon Smart Hub, 1 minute et demie. Vous imaginez 1 minute et demie à attendre que le truc se charge. Là, aujourd'hui, on est à combien? Enfin, ça a baissé dans quelle mesure? Avant, pour lancer le portail, pas typiquement sur un Samsung, j'imagine que tu allumais ta télé et ensuite tu appuyais tout de suite sur le bouton Smart Hub. Et même d'ailleurs, si tu l'as appuyé 15 minutes après, il se chargeait à ce moment-là. Maintenant, dès que la télé est allumée, ou même lorsqu'elle est en veille, le portail est déjà chargé. Et même sur les versions de 2014, je pense par exemple à LG, on peut avoir en mémoire plusieurs applications en parallèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la version 2013, je lance une application, je rentre dans l'application, je consomme mon application et je dois la quitter pour en lancer une autre. Sur les nouveaux modèles d'LG et de Panasonic, je peux avoir plusieurs applications en parallèle et donc regarder TF1 et lancer, si je veux, 10 heures la météo à côté. Ça pose pas de souci. Donc l'accès aux applications est beaucoup plus rapide. Par contre, là où je te rejoins aussi d'un point de vue lenteur, c'est qu'on va être de plus en plus gourmand en termes de débit, du fait des nouveaux formats, du fait de la HD et du fait de la 4K. Netflix se lance aux US en 4K, il faut 15 mégabits de bande passante à la maison pour pouvoir en profiter. Donc si on n'est pas abonné à Numéricable, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Je te laisse le micro, comme ça tu pourras continuer à compléter. Mais c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de témoignages. Les gens qui regardent Canal+ en différé, hein, c'est formidable pour regarder un film quand on veut. Bah, le problème c'est que Canal+ en différé, ce n'est pas de la HD, c'est de la SD. Et donc, en fait, le choix, il n'est pas entre regarder un programme maintenant et regarder un programme plus tard. Il est en train de regarder un programme maintenant en très bonnes conditions, ou de le regarder plus tard, pour le regarder en différé via le replay, mais en conditions dégradées. Donc c'est pour ça que c'est un deuxième argument qui milite pour l'enregistreur, parce qu'avec l'enregistreur, on va pouvoir conserver la qualité optimale. Hein, si tant est que l'enregistreur garde la qualité. Est-ce que l'enregistreur garde la totalité de la qualité? Oui, j'enregistre le flux que tu reçois. D'accord. Bon. Alors, quand il y a un problème de flux, parce que certes maintenant les Smart TV ont fait des efforts pour être plus rapidement prêtes, il y a plusieurs choses qui cohabitent. Hein, vous avez la question de la distance du foyer au DSLAM, vous avez le débit d'installation, vous avez le nombre de postes, vous avez tout ça. Et c'est pas toujours facile d'attribuer. Hein, on ne sait pas si quand on a du mal à regarder YouTube sur Free, est-ce que c'est à cause de Free, est-ce que c'est à cause de YouTube, est-ce que c'est parce que c'est pas à la bonne heure? Et donc, c'est une source de frustration. Les box ne sont pas exemples de problèmes de fluidité, ni même de qualité de définition. Moi, j'ai remarqué sur ma nouvelle box Orange que quand je veux regarder les films en VOD,
la qualité n'est pas du tout HD. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. La précédente version de box avait une meilleure qualité. Donc ça veut dire que les box ont des problèmes de blocage. Donc, dans quel cas avez-vous des problèmes de débit pour le replay, pour la VOD? Donc il y a plus de problèmes de débit pour le replay que pour la VOD. Par hasard, parce que c'est quand même quand on est dans un acte marchand qu'on a intérêt à préserver. Mais bon, ils ne sont pas exemples, mais il y en a quand même beaucoup moins. Eh bien, merci Daniel, merci à tous pour votre participation. J'espère que cette matinée vous aura donné envie d'en savoir plus et surtout de travailler davantage sur ce thème de la télévision interactive et connectée. Et puis de se dire que finalement les verrous, si on en a évoqué quelques-uns, peuvent exister, mais il est aussi de nos activités à tous pour les lever. Aujourd'hui, on a une certaine liberté là-dessus. Profitons-en, et ça peut être aussi l'occasion de lancer d'autres débats justement beaucoup plus ciblés là-dessus. Je voulais te poser une dernière question. Est-ce que vous faites partie du projet européen sur l'HBPTV? On travaille avec eux, tout à fait. Voilà, alors ça c'est intéressant parce qu'on s'est posé le problème de l'avenir de la télévision connectée. On se pose le problème de l'avenir de ce qui est connecté à la télévision connectée, c'est-à-dire le transmédia. Et nous aussi, nous sommes impliqués dans un programme européen qui s'appelle Eurotransmédia, qui vise effectivement à voir, tiens Karine, ça va t'intéresser, quels sont les verrous technologiques, juridiques, de monétisation, de modèles économiques, alors là, la route est longue, sur les 3 ans. Et il y a concomitamment un programme sur la HBPTV qui s'appelle, je crois, HBPTV for All. Voilà, et donc en unissant nos efforts, j'espère qu'on travaillera au mieux toutes les entreprises que vous êtes. Merci beaucoup d'être venus.